Les matinales de KPMG. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 9 janvier 2024. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette première matinale de l'année, l'émission qui fait le tour chaque mois de l'essentiel de l'actualité comptable, financière et extra-financière. Au nom de Radio KPMG, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2024. Santé, bonheur, réussite et fidélité à cette émission qui fêtera cette année ses 10 ans. Au micro, Laurent Chilet et Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Je souhaite également à nos auditrices et à nos auditeurs une belle et heureuse année 2024. Un nouvel outil d'intelligence artificielle était lancé fin 2022 et défrayait immédiatement la chronique, suscitant tout à la fois espoir et inquiétude. Un an après, Laurent, presque jour pour jour, le Parlement et le Conseil européen parvenaient à un accord sur l'intelligence artificielle. Oui Hélène, l'AI Act, accord provisoire encore, a en effet été signé le 9 décembre dernier. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, l'a qualifié de législation pionnière. Certains le comparent déjà au RGPD qui a révolutionné le traitement des données personnelles. Nous avons donc choisi de consacrer notre dossier du mois à ce futur cadre de l'IA afin de comprendre les obligations et aussi les opportunités qu'il va générer pour les entreprises européennes. Vous le ferez Hélène dans quelques instants avec deux experts de l'intelligence artificielle, Julie Belsort de KPMG Avocat et Frédéric Como de KPMG Advisory. Mais avant cela, voici le journal de la rédaction qui est très dense aujourd'hui au vu de l'actualité chargée de la fin 2023. Le journal. À la une aujourd'hui, dans l'actualité réglementaire d'abord, nous avons noté la publication de la directive comptable modifiant les seuils de bilan et de compte de résultats, définissant une grande entreprise. Nous avons noté également la parution du rapport de l'AMF sur le gouvernement d'entreprise. Dans l'actualité extra-financière, la publication de l'ordonnance transposant la directive CSRD. Dans l'actualité comptable, ensuite, au niveau français, tout d'abord, l'homologation par l'autorité des normes comptables de plusieurs règlements, dont celui portant sur la modernisation des états financiers. Et toujours dans l'actualité comptable, mais internationale cette fois-ci, l'adoption par l'Union européenne des amendements à IAS 1 sur le classement des dettes en éléments courants et non courants. Enfin, dans l'actualité fiscale et sociale, le vote de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Et puis, comme de coutume, nous ferons en fin de journal le tour des publications qui nous semblent indispensables à nos auditeurs et à nos auditrices. Commençons, Laurent, ce journal avec l'actualité réglementaire. La directive comptable européenne de 2013 fixe des exigences de présentation, de publication et d'audit fondées sur les catégories de taille et les types d'entreprises. Or, dans un contexte inflationniste, la Commission européenne a consulté les parties prenantes à l'automne 2023 sur une modification des seuils d'applicabilité de cette directive comptable. En effet, en toute logique, l'Europe s'est interrogée sur la nécessité de rehausser les seuils pour tenir compte de l'inflation dans la zone euro ces dernières années. À l'issue de la phase de consultation, a été publiée le 21 décembre dernier la directive déléguée modifiant les critères de taille figurant dans la directive comptable de 2013 pour les micro, petites, moyennes et grandes entreprises ou pour les groupes. Et donc, quels sont les seuils révisés ? Les seuils relatifs au total bilan et au chiffre d'affaires ont été rehaussés de 25%. Les seuils relatifs aux salariés, quant à eux, restent inchangés. Après ces modifications, une grande entreprise est une entreprise qui dépasse deux des trois seuils suivants. Un total bilan de 25 millions contre 20 millions précédemment, un chiffre d'affaires de 50 millions contre 40 millions et un nombre moyen de salariés de 250 inchangé. Ce qui a entre autres une incidence sur le champ d'application de la CSRD et du rapport de durabilité. Les États membres ont jusqu'au 24 décembre 2024 pour se conformer à la directive. Les nouvelles dispositions sont appliquées aux exercices commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date. Par dérogation, les États membres peuvent autoriser les entreprises à les appliquer aux exercices commençant le 1er janvier 2023 ou après cette date. Restons dans l'actualité réglementaire. L'autorité des marchés financiers a publié le 14 décembre dernier son rapport sur le gouvernement d'entreprise et la rémunération des dirigeants. Comme à l'accoutumée, l'AMF émet dans ce rapport certaines recommandations et identifie, Laurent, des pistes de réflexion pour faire évoluer le code AFEP-MEDEF. Cette édition 2023 comporte 3 parties.
Oui, une première partie revient sur le déroulement des assemblées générales 2023 et analyse en particulier les résolutions climatiques. Dans une deuxième partie, le rapport étudie les informations publiées par 50 sociétés cotées et fait un focus sur l'évaluation du conseil d'administration. À ce propos, l'autorité recommande par exemple de recourir tous les 3 ans, au moins, à un consultant extérieur pour l'évaluation du conseil, de veiller à l'indépendance de ce consultant au regard de la société et des dirigeants, et de faire évoluer le code AFEP-MEDEF dans ce sens. Au-delà de l'évaluation du conseil, le rapport fait certains constats en matière de gouvernance d'entreprise et de rémunération des dirigeants. Cette année encore, l'AMF observe que sont considérés comme indépendants des administrateurs dont les mandats excèdent 12 années d'exercice au sein du groupe, et ce, sans apporter d'explications circonstanciées convaincantes. Elle appelle donc de ses vœux une clarification du code sur la définition de l'indépendance. Enfin, la troisième partie du rapport est consacrée aux sociétés de conseil en vote. Ceux qui souhaitent en savoir plus retrouveront bien entendu ce rapport sur le site de l'AMF. Poursuivons avec l'actualité extra-financière. L'ordonnance transposant en droit français la directive CSRD sur le rapport de durabilité a été publiée le 7 décembre dernier et le décret d'application, Laurent, a suivi fin décembre. Oui, le décret a été publié le 31 décembre 2023. Il précise notamment les seuils permettant de définir les différentes tailles de sociétés et de groupes, les informations à publier en matière de durabilité, ainsi que les règles applicables au rapport financier annuel. Il adapte aussi les dispositions du Code de commerce relatives aux commissaires aux comptes afin d'intégrer la nouvelle mission de certification des informations en matière de durabilité. Précisons que les seuils définissant les différentes catégories de sociétés et de groupes ne tiennent pas compte à date du rehaussement introduit par la directive comptable dont je vous ai parlé il y a quelques instants, étant rappelé que les États membres ont jusqu'au 24 décembre 2024 pour le faire. Selon le décret d'application, une grande entreprise est une entreprise qui dépasse 2 des 3 seuils suivants: un total bilan de 20 millions, un chiffre d'affaires de 40 millions et un nombre moyen de salariés de 250. Un grand groupe, quant à lui, est un groupe qui dépasse 2 des 3 seuils suivants, avant élimination des opérations réciproques, un total bilan de 24 millions, un chiffre d'affaires de 48 millions et un nombre moyen de salariés de 250. Les seuils seraient réputés franchis à la date de clôture des 2 exercices consécutifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés. Par ailleurs, un nouvel article du Code de commerce indique les informations en matière de durabilité devant être publiées par les entreprises concernées, Laurent. Oui, en précisant que ces informations doivent être présentées conformément aux ESRS. Le contenu du rapport financier annuel a été également précisé par un nouvel article du Code monétaire et financier, et celui-ci devra inclure les informations en matière de durabilité, individuelle ou consolidée selon le cas, ainsi que les informations requises par le règlement relatif à la taxonomie. En conséquence, les émetteurs dont le siège social est établi hors de France et dont des titres définis par le Code monétaire et financier sont négociés sur un marché réglementé français sont tenus de publier des informations en matière de durabilité. Nous aurons bien entendu l'occasion de revenir sur ces sujets de durabilité en 2024, mais d'ores et déjà, nos auditeurs peuvent se référer à la matinale de novembre dernier dans laquelle nous avions présenté les obligations en matière de durabilité pour la clôture 2023 et également pour l'année 2024. Intéressons-nous maintenant à l'actualité comptable française. L'autorité des normes comptables a déposé, fin 2023, sous le sapin, plusieurs homologations de règlements, dont celui sur la modernisation des états financiers. Nous avions déjà évoqué ce thème à plusieurs reprises, Laurent. En effet, Hélène, nous avions même consacré, en avril 2023, notre dossier du mois à la modernisation des états financiers, et j'encourage vivement nos auditeurs à écouter ou réécouter cette émission. Suite à cette homologation, ce règlement sera d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025, avec une application par anticipation possible dès l'exercice 2023. Je rappelle que ce règlement modifie le plan comptable général avec une nouvelle définition du résultat exceptionnel, la suppression de la technique du transfert de charge, la mise à jour de la nomenclature des comptes et la modernisation des états financiers. Restons dans l'actualité comptable française. Un arrêté paru fin décembre 2023 porte sur la mise en œuvre de la comptabilité analytique applicable aux EHPAD. Il précise les éléments de comptabilité analytique à produire par les établissements concernés ainsi que les documents sur lesquels le commissaire aux comptes s'appuie pour émettre son attestation ainsi que les conditions de leur élaboration.
Nous reviendrons plus en détail à ce micro sur cet arrêté paru fin décembre 2023 et sur ses conséquences. Quelques mots enfin, Laurent, sur l'actualité comptable internationale. Oui, ont été adoptés par l'Union européenne le 19 décembre 2023 les 2 séries d'amendements AIS 1 publiées en 2020 et 2022 concernant le classement de certaines dettes en tant qu'éléments courants ou non courants, comme les emprunts convertibles. De plus, les entreprises pourraient devoir fournir de nouvelles informations quant aux dettes assorties de Covenant. Ces amendements sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 ou dès 2023 par anticipation. Terminons ce journal avec l'actualité fiscale et sociale. Comme le veut la tradition, a été votée fin décembre la loi de finances pour 2024. Que faut-il en retenir ? Le contexte économique faisait craindre un alourdissement de la fiscalité. Toutefois, la lecture de la loi de finances pour 2024 témoigne d'une grande stabilité fiscale. Au-delà des mesures emblématiques comme l'aménagement du calendrier de report de la suppression de la CVE, qui sera en définitive totalement supprimée en 2027, et aussi de la transposition en droit français du pilier 2 de la réforme de l'impôt minimum mondial, ce budget comporte également quelques mesures anti-abus et des mesures de soutien structurel, notamment en matière de transition énergétique. Mais le plus simple et le plus efficace, pour faire le tour de cette loi de finances 2024, est d'écouter l'émission Les Fiscales sur l'application Radio KPMG ou sur kpmg.fr. Une émission diffusée le 18 décembre dernier et présentée par les experts de KPMG Avocats. À ce propos, nos auditeurs peuvent également consulter la page KPMG Avocats sur kpmg.fr ou sur LinkedIn. Et quand on parle, Laurent, de loi de finances, on pense tout de suite à la loi de financement de la sécurité sociale. Oui, et nos auditeurs n'auront pas longtemps à patienter puisque le 11 janvier prochain, les experts de KPMG Avocats décrypteront les grandes lignes de la loi de financement de la sécurité sociale. Restez donc à l'écoute de Radio KPMG. Avant de refermer ce journal, quelles sont les principales publications récentes que nous recommandons à nos auditeurs ? Alors, dans la playlist de ce mois-ci, je leur recommande, en cette période de clôture comptable, de se connecter sur l'application Radio KPMG ou sur kpmg.fr pour réécouter notre émission des matinales du 3 octobre dernier, dédiée à la clôture 2023. Je leur conseille également de lire le traditionnel numéro d'IFRS en bref et le guide de l'ANC intitulé « Déployer les ESRS, un outil de pilotage au service de la transition ». Structuré sous la forme de questions-réponses, ce guide a vocation à vulgariser les ESRS, sachant que dans cette première version, seuls 4 des 12 ESRS publiés sont couverts. Toutes ces publications sont disponibles sur kpmg.fr. Ce journal est maintenant terminé. Je vous retrouve tout de suite avec nos 2 invités. Le dossier du mois. Le 8 décembre dernier, le Parlement et le Conseil européen parvenaient, non sans mal, à un accord sur l'intelligence artificielle et mettaient ainsi fin à des semaines d'incertitude qui avaient été jusqu'à menacer l'existence même d'une telle réglementation. Compte tenu du calendrier européen, il y avait urgence à ce qu'un accord soit trouvé avant la fin 2023. S'il s'agit encore d'un texte provisoire qui nécessite d'être formellement voté par le Parlement et le Conseil, cet accord a été présenté par Thierry Breton comme une législation pionnière ayant pour objet de définir et d'apposer les contours d'un encadrement proportionné des risques. Pour cette première matinale de l'année 2024, nous avons donc convié à notre micro 2 experts de l'intelligence artificielle, Julie Belsor, associée de KPMG Avocats au sein du département Propriété intellectuelle, nouvelles technologies et compliance, et Frédéric Como, directeur Connected Tech de KPMG Advisory. Bonjour à tous les 2. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Julie Belsor, Frédéric Como, nous allons donc revenir ensemble à ce micro sur le contenu de cet accord. À en croire Thierry Breton, que je citais il y a un instant, ce projet constitue donc une première tentative des institutions européennes d'encadrer l'intelligence artificielle. Qu'en est-il, Julie Belsor, au niveau mondial ? Alors, si certains pays travaillent déjà sur des réglementations, les textes qui sont en vigueur n'ont pas la même portée que l'IA Act. Aux États-Unis, par exemple, le gouvernement Biden a posé une première pierre avec la signature, le 30 octobre dernier, d'un décret encadrant l'usage de l'intelligence artificielle. Mais ce décret fournit seulement une orientation de l'action du gouvernement fédéral. On attend donc que le Congrès américain vote une loi. À l'instar du RGPD en matière de données personnelles, on peut donc penser que l'IA Act, qui est le premier texte à poser un cadre à l'intelligence artificielle au niveau européen, devienne la référence mondiale. Quels sont les objectifs poursuivis par ce projet de règlement européen ?
L'objectif principal de ce règlement est d'instituer le premier écosystème de confiance pour l'IA, c'est-à-dire un écosystème dans lequel les multiples opportunités offertes par l'IA peuvent être exploitées afin d'encourager les entreprises à développer des solutions d'intelligence artificielle. Mais aussi et peut-être surtout un écosystème dans lequel les modèles d'intelligence artificielle respectent l'éthique, les droits et principes fondamentaux protégés par l'Union européenne. Ainsi, sur le fond, ce projet de règlement vise d'abord à sécuriser les systèmes d'IA et faire en sorte qu'ils respectent les législations en vigueur, mais aussi garantir la sécurité juridique, ce qui facilitera les investissements et l'innovation dans le domaine de l'IA. Il vise aussi à renforcer la gouvernance et l'application effective de la législation existante en matière de droits fondamentaux et des exigences de sécurité applicables aux systèmes d'intelligence artificielle. Enfin, ce projet de règlement vise aussi à empêcher la fragmentation du marché et à faciliter le développement d'un marché unique pour des applications d'intelligence artificielle légales, sûres et dignes de confiance. Des visées donc très nobles. Quelle est l'approche retenue par le législateur européen pour atteindre ces objectifs vertueux ? Avant toute chose, peut-être il est important de signaler à nos auditeurs que nos analyses s'appuient principalement sur les communiqués de presse des institutions européennes et que nous ne disposons pas encore du texte officiel. Quoi qu'il en soit, à l'exception des systèmes d'IA à usage général, comme ChatGPT, l'accord prévoit de réglementer l'IA selon une approche par les risques, à savoir plus le risque est élevé, plus les règles sont strictes. Sont notamment considérés comme présentant un risque élevé les systèmes d'intelligence artificielle susceptibles d'engendrer un préjudice important pour la santé, la sécurité, les droits fondamentaux, l'environnement, la démocratie ou l'état de droit. Il s'agit par exemple des dispositifs médicaux, des systèmes qui permettent de déterminer l'accès aux établissements d'enseignement ou qui sont utilisés à des fins de recrutement. Sont également concernés, et sans surprise, les systèmes d'intelligence artificielle utilisés pour influencer le résultat des élections et le comportement des électeurs. Tous ces systèmes d'intelligence artificielle devront respecter des exigences maximales au regard des risques encourus, tels que la qualité des données utilisées, la documentation, le contrôle humain. Tout ceci devant garantir des performances élevées en matière de robustesse, d'exactitude et de cybersécurité. S'agissant des intelligences artificielles à risque plus faible, comme les systèmes de recommandation ou les filtres anti-spam, ils échapperont à ces obligations. Elles resteront toutefois soumises, comme tous les systèmes d'intelligence artificielle, à une obligation de transparence vis-à-vis des utilisateurs. Par ailleurs, et afin de tenir compte des évolutions récentes du marché, le texte prévoit également des règles spécifiques pour les systèmes généraux d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Il s'agit notamment de tenir à jour une documentation technique ou de se conformer à la législation de l'Union européenne sur les droits d'auteur. Les droits d'auteur sont un vrai sujet. L'accord provisoire, Julie, prévoit enfin une liste d'IA interdites. Oui, tout à fait. Il s'agit des intelligences artificielles qui manipuleraient le comportement humain pour priver les utilisateurs de leur libre arbitre, comme les jouets qui utiliseraient une assistance vocale incitant des mineurs à avoir un comportement dangereux. Il s'agit également des systèmes qui attribueraient une notation sociale aux individus en fonction de leur comportement social ou de leurs origines raciales, par exemple. Et puis, on trouve aussi dans cette liste les systèmes de reconnaissance des émotions sur les lieux de travail ou à l'école. Mais quand l'Union européenne parle d'un règlement sur l'intelligence artificielle, qu'englobe-t-elle exactement sous ce terme ? Les algorithmes eux-mêmes sont-ils concernés ou est-ce la manière de les utiliser ? Et qu'en est-il de l'open source ? Je me tourne vers vous, Frédéric Comot. Alors, c'est sans doute la première question que chacun d'entre nous va se poser, parce qu'il n'y a pas de définition extrêmement claire de ce qu'est l'IA. Mais si on en revient à la définition posée dans le cadre de l'AI Act, à savoir un système automatisé qui est conçu pour fonctionner à différents niveaux d'autonomie et qui peut générer des résultats tels que des prédictions, des recommandations ou des décisions. Alors, si on prend cette définition élargie, tout système automatisé conçu pour de l'aide à la décision, voire pour de la prise de décision, pourrait être concerné, ce qui de fait pourrait inclure les systèmes experts. Donc, les systèmes experts, ce sont des solutions non pas construites sur de l'apprentissage machine, ce qu'on appelle du machine learning, mais sur des règles logiques définies a priori. Ce type de solutions, on peut les retrouver par exemple dans des systèmes d'aide à la surveillance d'installations industrielles ou encore des solutions d'aide au diagnostic médical. On note aussi que des définitions spécifiques ont été introduites pour qualifier les IA dites à finalité générale, ce qui inclut cette fois la notion d'entraînement. On parle ici de modèles entraînés sur la base de données d'apprentissage par opposition aux solutions construites sur des règles logiques posées a priori. On trouve aussi
les IA dites à usage général, des solutions techniques développées pour des tâches génériques. C'est par exemple le cas de solutions d'analyse d'images, par exemple. Ces solutions savent globalement segmenter des images, mais elles ont été développées en dehors d'une application précise. De fait, elles peuvent être ensuite utilisées soit dans l'industrie, par exemple, pour détecter des anomalies sur une chaîne de production, comme pour identifier des individus dans des transports en commun, à l'entrée de magasins ou autre chose. Et donc, ces applications-là sont forcément un peu moins bienvenues. Ce qui renvoie à la deuxième partie de votre question, Hélène, et la réponse est probablement non. Les algorithmes eux-mêmes ne sont sans doute pas visés. Ce sont plutôt leurs usages qui sont regardés avec plus d'attention. Il faut juste garder en tête et faire le distinguo. Un algorithme, ce n'est jamais qu'une suite d'opérations mathématiques qui, dans le cas des IA, n'ont qu'une seule finalité, optimiser un résultat dans un contexte de classification ou de régression, par exemple. Alors, j'en reviens à ma question sur les algorithmes disponibles en open source. Sont-ils aussi concernés par cette future réglementation? De fait, probablement non. Les algorithmes aujourd'hui disponibles en open source ne sont pas remis en cause. Cela dit, il faut peut-être faire la distinction entre les algorithmes, qui, comme je l'ai dit, sont une suite d'opérations mathématiques, et les modèles qui, eux, sont entraînés pour effectuer des tâches précises. Avec l'explosion de l'IA générative, notamment, on trouve aujourd'hui en open source des modèles préentraînés. Donc, c'était le cas avant, mais le problème se pose plus particulièrement pour les sujets d'IA générative et notamment avec ce qu'on appelle les LLM, pour Large Language Models, les GPT, les GPT-4, l'IMA2 et autres solutions du même type, même si elles ne sont pas toutes disponibles en open source. La traçabilité pour ces modèles est bien moins évidente puisqu'on ne sait pas précisément à partir de quelles données ils ont été entraînés. Cela dit, l'IA Act inclut la responsabilité des fournisseurs, ceux qui développent ces modèles et les mettent à disposition, y compris lorsque c'est à titre gracieux. Considérant les différentes classifications d'intelligence artificielle qu'on vient d'énoncer et considérant leurs évolutions à venir, quelle gouvernance l'Europe a-t-elle prévue, Julie Belsor? Il est prévu de créer au sein de la Commission européenne un bureau de l'IA pour superviser les modèles qui figurent parmi les plus avancés, pour promouvoir des normes et des pratiques d'évaluation et faire appliquer les règles communes dans tous les États membres. Ce bureau sera conseillé par un comité d'experts indépendants dont la mission sera dédiée aux IA à usage général. Et pour finir sur la gouvernance au niveau de l'Union européenne, le Comité européen de l'IA, présent dans la version initiale du texte, devrait rester en place. Composé de représentants des États membres, il jouera un rôle essentiel de coordination avec la Commission. Un forum consultatif destiné aux parties prenantes telles que les industries, les PME, le monde universitaire, sera mis en place afin de fournir à ce comité une expertise technique. On peut imaginer que cette gouvernance va se décliner au niveau de chaque pays membre afin d'assurer l'application homogène du règlement à l'échelle nationale. Oui, tout à fait. Les États membres devront désigner ou créer une autorité de contrôle des systèmes d'IA qui supervisera localement la mise en œuvre de ces nouvelles règles. En France, il s'agira probablement de la Commission nationale informatique et liberté déjà pressentie pour assurer ce rôle. Cela conduit à se demander comment les entreprises pourront se conformer à ce projet de règlement. Autrement dit, Julie, qui va se charger d'évaluer les intelligences artificielles et comment? Les premiers acteurs de l'évaluation des systèmes d'intelligence artificielle seront les entreprises concernées elles-mêmes, c'est-à-dire celles qui les développent, distribuent, importent ou encore les utilisent à des fins professionnelles. En clair, de très nombreuses entreprises vont entrer dans le champ de ce texte. Tout comme il avait fait avec le RGPD en 2016, le législateur européen met à la charge des entreprises la documentation du respect de leurs propres obligations. Elles devront se faire accompagner d'experts numériques, mais également de juristes, pour identifier leurs obligations en matière de classification de leur intelligence artificielle, puis les documenter dans les termes et conditions requis par le règlement. Par exemple, les fournisseurs d'IA à haut risque devront préalablement à leur mise sur le marché ou leur mise en service procéder à une évaluation de leur conformité. Sauf lorsque le texte autorise la réalisation d'audits internes, il sera nécessaire de recourir à des organismes agréés. Cela permettra ensuite aux fournisseurs d'apposer le marquage CE sur leur système et ainsi d'attester de la conformité au règlement. Vous souhaitez peut-être compléter la réponse de Julie, Frédéric Comot? Oui, peut-être un mot en complément de ce que vient d'énoncer Julie. Il faut juste avoir en tête que l'IA Act met en avant 6 principes et parmi ceux-là, on va trouver la solidité technique. Il faut entendre ici la robustesse des modèles, la gouvernance des données, la transparence, l'équité et la non-discrimination.
Probablement que pour couvrir ces points, il sera nécessaire de faire contribuer les développeurs de ces solutions, en particulier lorsqu'elles sont développées en interne. Les data scientists, les data engineers devront, entre autres, mettre en place les bonnes procédures de traçabilité sur les données utilisées, veiller à l'absence de biais de décision, s'assurer autant que possible du bon niveau d'explicabilité et aussi surveiller la stabilité des modèles dans le temps. Mais ça va impliquer de se demander comment on peut cartographier les IA déjà existantes. Oui, tout à fait. Et probablement que revenir a posteriori sur l'existant ne va pas être une chose aisée. On voit bien que dans certains cas, les activités et les développements de solutions d'IA sont un peu dispersés et leur suivi n'est pas forcément centralisé ni organisé. Dans ces conditions, il va sans doute falloir effectuer une revue manuelle des solutions existantes, identifier celles qui sont potentiellement les plus exposées au sens de l'AI Act et solliciter les bonnes expertises pour en faire un audit. Pour l'avenir et les futurs développements, les entreprises qui développent des solutions vont devoir mettre en place, si tel n'est pas encore le cas, une gouvernance et des solutions techniques qui les aideront à mieux piloter et maîtriser leur développement en interne, et ce, dès la phase de conception. Des solutions émergent pour assurer un bon suivi et c'est un sujet que nous regardons de près. Mais leur mise en place devra sûrement s'accompagner également d'une revue des méthodes de travail. Concrètement, qui va être en première ligne, si je peux utiliser ce terme, au sein de l'entreprise pour effectuer l'inventaire des intelligences artificielles? Alors, en première intention, on peut s'attendre à ce qu'on appelle les CISO, les Chief Information Security Officers, soient en première ligne, à condition bien entendu que la fonction existe déjà. Mais ils devront certainement se faire accompagner par des équipes multidisciplinaires pour référencer les solutions existantes et en effectuer une revue. Cela dit, une étude menée par KPMG en mars 2023 révélait que 40% des entreprises interrogées n'ont pas encore structuré d'équipe dédiée à l'analyse des risques autour de l'IA. Autre question importante, quels risques prennent les entreprises, Julie? Les entreprises, et là je pense à celles qui développent des systèmes d'intelligence artificielle, mais aussi celles qui utilisent de l'IA, si elles ne respectent pas cette future réglementation? Alors, sauf pour les PME et les startups pour lesquelles l'accord actuel prévoit des plafonds proportionnés, les entreprises non respectueuses des règles se verront infliger une amende administrative dont le montant variera en fonction des infractions commises. Donc jusqu'à 7% du chiffre d'affaires ou 35 millions d'euros pour les violations des applications d'intelligence artificielle interdites, jusqu'à 3% du chiffre d'affaires ou 15 millions d'euros pour les autres manquements et jusqu'à 1,5% du chiffre d'affaires ou 7,5 millions d'euros pour l'absence d'informations exactes. Des risques financiers qui peuvent donc être conséquents. Nous parlons d'un accord provisoire qui doit être encore formellement approuvé par les institutions européennes. A-t-on une idée de sa date d'entrée en vigueur? Non, pas exactement, mais il est prévu qu'il entre en application 2 ans après sa publication, soit au plus tôt le premier trimestre 2026. Mais attention, certaines dispositions devront entrer en vigueur plus tôt. Il s'agit de celles relatives aux intelligences artificielles interdites, qui seront applicables 6 mois après la publication du texte, et puis celles relatives aux intelligences artificielles à usage général, comme ChatGPT, qui s'appliqueront 12 mois après leur adoption. Cet entretien va arriver à son terme. Julie Belsort, Frédéric Comot, en conclusion, vous diriez que ce futur règlement ne doit pas être perçu comme un frein, mais comme une opportunité d'innover pour les entreprises européennes. Il a vocation à leur permettre de développer et d'utiliser des systèmes d'intelligence artificielle dans un environnement juridique sécurisé, ce qui encouragera les utilisateurs à recourir aux systèmes d'intelligence artificielle européens. Les obligations de transparence prévues par le règlement devraient également permettre de démystifier l'intelligence artificielle. Il est donc essentiel pour les entreprises, peu importe où elles se trouvent dans la chaîne de valeur, de maîtriser ce règlement au plus vite afin de bénéficier d'un avantage concurrentiel sur le marché européen. Frédéric Comot? Comme Julie, je pense qu'il faut voir cette réglementation comme une opportunité pour plus de transparence et de fiabilité. Certaines entreprises développent déjà des solutions à base d'IA et parfois avec beaucoup de maturité. Celles-là auront sans doute relativement peu d'efforts à accomplir pour asseoir la bonne gouvernance et respecter cette réglementation. Pour celles qui ne sont pas encore à ce niveau de maturité, et c'est peut-être la majorité d'entre elles, ce sera l'opportunité de faire un vrai bond en avant, de développer des solutions dans de meilleures conditions, avec plus de sérénité et pour le bien de tous. Un grand merci à vous deux pour ces éclairages très intéressants. Sans nul doute, nous aurons l'occasion de reparler d'intelligence artificielle sur ces ondes au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois. Cette émission est maintenant terminée. Je vous retrouverai avec grand plaisir le mardi 6 février
pour la prochaine matinale. À bientôt sur nos ondes. Les matinales de KPMG.